Au niveau salarial, ben très décevant. On parle même, je qualifierais le gouvernement de chiche. Alors, on parle de 9 % sur 5 ans. 3 % la première année, 1,5 % sur les années subséquentes, sur un total de 5 ans. Évidemment, cette proposition-là, ben clairement, elle ne tient pas compte de l'année 2022. Je vous rappelle, on commence ces augmentations en 2023. Mais on se rappelle aussi qu'en 2022, c'était la forte inflation, 6,7 % d'inflation. Alors évidemment, déjà que le personnel de soutien était en retard de façon salariale par le passé, avec une inflation, on est venu déjà encore alourdir la perte du pouvoir d'achat du personnel de soutien. Et là, on ne compense même pas tout ce retard et ce recul-là avec un premier 3 % la première année et 1,5 % les années subséquentes. Alors évidemment, c'est un grand pied de nez là, qui est envoyé à la fonction publique. Alors, son argument au gouvernement pour régler l'inflation, c'est quoi? C'est de présenter un forfaitaire de 1 000 $ pour l'année 22-23. Mais le forfaitaire, on a déjà joué dans ce scénario-là. Et on sait ce que ça donne. D'abord, évidemment, c'est sur le temps réellement travaillé. Puis on s'entend que pour les employés qui travaillent sur 10 mois, ben c'est pas la même réalité que quelqu'un qui a payé à l'année. Donc, le 1 000 $ n'a pas la même valeur, d'une part. C'est sur le prorata du temps travaillé. Et c'est une incidence, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'on vient pas à long terme récupérer du pouvoir d'achat. C'est la même chose qu'il a fait avec les fameux chèques de 500 $ qu'il a donné à gauche et à droite là, l'année dernière, le gouvernement, pour pallier à l'inflation. Ben, il fait un cadeau d'1 000 $, mais qui n'a pas d'incidence à long terme. L'année prochaine, il n'y a plus rien. On retourne dans l'échelle de traitement. Donc, c'est pas une stratégie gagnante à long terme pour régler le problème du perte de pouvoir d'achat. L'autre proposition au niveau salarial, c'est une modification de la structure salariale. Alors là, j'en vois déjà sourciller par rapport à cet élément-là. On l'a déjà vu dans le passé. Son objectif, ce qu'il prétend, c'est qu'il veut augmenter les premiers rangements, donc les rangements les plus bas salariés, et aussi augmenter les premiers échelons, donc ceux qui sont dans le début de carrière. Tout ça pour essayer d'attirer davantage des travailleurs dans le secteur. Alors, évidemment, la structure salariale, on le sait dans l'histoire. Dans l'histoire, je fallait peut-être aller un peu là-dessus, là. Bien, c'est sûr qu'on reste à l'affût, là, par rapport au changement dans la structure, là, parce qu'on veut pas revivre l'intégration à la structure qu'on a vécue en avril 2019. Donc, on reste à l'affût. Et s'il y en a qui se posent la question, le dossier est toujours actif. C'est entre les mains de la CSQ et de la FPSS, là. Donc, on est toujours sur ce dossier-là, là, de l'intégration à la structure. Merci pour les précisions, Julie. L'autre élément au niveau intersectoriel, c'est la retraite. Alors, la retraite, il y a quand même du bon, mais du très mauvais. Je vais commencer par le positif. Les éléments dans la proposition gouvernementale positive sont une retraite progressive qui peut s'étaler sur plus longtemps. On parle de passer de 5 ans à 7 ans. Alors, ça peut être intéressant, effectivement. Une participation au régime qu'on peut étirer aussi jusqu'à 71 ans. Donc, on peut aller cotiser plus longtemps au régime de retraite. Alors ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant pour rester au travail et cotiser plus longtemps. Toujours 2 % par année après l'atteinte d'un critère sans pénalité. Donc, quand on obtient un des critères qui nous permet d'avoir accès à notre pension sans pénalité et qu'on décide de rester à l'emploi, ben on va ajouter 2 % par année de service. Donc, c'est intéressant. Et l'autre élément qui est intéressant dans la proposition gouvernementale, c'est qu'une fois que j'ai atteint un des critères qui me permet de prendre ma retraite sans pénalité, ma cotisation, ce qui est prélevé sur ma paye pour mon fonds de pension, va être coupé de 50 %. Donc, incitatif à avoir plus d'argent dans mes poches à toutes les 2 semaines, mais de continuer à avancer dans mon fonds de pension. Par contre, il y a un autre côté à la médaille. L'attaque frontale au régime, c'est quoi? C'est 2 éléments. On veut retenir le personnel en retardant l'accès à la retraite sans pénalité. Actuellement, dès que j'ai 35 ans de service, j'ai atteint un des critères qui me permet de partir à la retraite sans pénalité. Maintenant, on ajouterait aux 35 ans de service d'avoir minimalement 57 ans d'âge. Alors, on comprendra effectivement qu'on va repousser dans bien des cas de plusieurs années l'accès à la retraite. Alors, ça veut dire pour le personnel de travailler davantage que 35 ans dans bien des cas. Alors, c'est une façon de détenir le personnel donc au travail plutôt que leur permettre d'aller à la retraite. Et l'autre élément qui est aussi questionnant, c'est la révision du calcul de la rente. Donc, dans le fond, c'est ce que je vais recevoir comme rente mensuellement une fois à la retraite. Donc, le nouveau calcul proposé par le gouvernement vient abaisser la rente que je recevrai mensuellement. Alors, c'est évidemment très, très questionnant, et ce, malgré que notre régime de pension est en excellente santé financière.
Alors, c'est effectivement, là, c'est les deux gros enjeux au niveau de la retraite qui sont fort inquiétants pour les collègues. Donc, salaire, retraite, c'est ces éléments-là qui sont à table par le gouvernement. Et il vient ajouter, vous avez vu dans son discours, les fameuses priorités gouvernementales. Et en éducation, rappelez-vous, il voulait faire un forum équipe-classe. Alors, évidemment, les forums sont tombés, mais les principes sous-jacents au forum sont toujours là. Et dans les solutions que le gouvernement veut amener prioritairement en éducation, il y a la question de l'aide à la classe au primaire. Alors, effectivement, l'aide à la classe, on le vit dans certains projets pilotes dans nos milieux, vivent le nouveau principe de l'aide à la classe, donc du personnel de soutien qui vient dans les classes là, accompagner les élèves, donner du soutien à la classe. Ce qu'on en entend de très bons commentaires. Donc, à la limite, a priori, ça peut nous paraître intéressant. L'offre du gouvernement, c'est 4000 équivalents temps plein qui s'ajouteraient parmi tout le réseau. Donc, on parle d'environ 10 à 15 heures par classe. Évidemment, on ne sera pas capable avec ces 4000-là de combler les besoins dans toutes les classes. Donc, le gouvernement va cibler les milieux difficiles et les milieux où l'enseignant est en début de carrière pour soutenir l'enseignant. Ce qui est épouvantable et outrageant dans la proposition du gouvernement, c'est que cette proposition-là de la classe, il met la table de négociation du soutien en otage de celle des enseignants. Autrement dit, pourquoi il fait ça? C'est qu'il se dit, il veut faire en sorte que les enseignants renoncent à leur demande sur la composition de la classe et sur la lourdeur de la tâche pour accepter l'aide à la classe. Et s'ils font ça, le personnel de soutien pourra en bénéficier. Alors, c'est là que c'est outrageant la façon dont le gouvernement se comporte par rapport à cette proposition-là. Évidemment, ce que ça permettrait, c'est de favoriser la création de postes à temps complet et avoir des horaires de travail en continu, ce qui fait partie des demandes historiques du personnel de soutien. Et ça permettrait aussi de réduire la précarité d'emploi au niveau du personnel de soutien. Mais encore une fois, pour répondre à ça, on est tributaire de ce que les enseignants vont accepter. Alors, c'est ça qui est dérangeant dans la stratégie gouvernementale. C'est clairement la stratégie de diviser pour mieux régner. D'autres choses à ajouter par rapport à ça? Non, t'as tout dit. Excellent. Voilà, ça, c'est le portrait au niveau intersectoriel. Donc, ça, ce qui était déposé le 27 mars. Le 5 avril, donc, un nouveau dépôt cette fois-ci, le sectoriel, ce qui ne concerne que le personnel de soutien scolaire. Alors, 3 orientations ont été présentées par le gouvernement. On va vous les déplier là, une après l'autre. La première orientation concerne la rareté de la main-d'œuvre. Et là, je vais insister. La rareté de la main-d'œuvre. Alors, on va vous déplier, Julie et moi, là, ce que le gouvernement veut mettre en place pour trouver des solutions à quoi? Ah oui, à la rareté de la main-d'œuvre. Écoutez bien. Première proposition, retirer le concept d'abolition de poste lorsqu'il y a des ajouts d'heures. Alors, on sera plus capable de pouvoir, lorsqu'il y a des ajouts d'heures, remettre les postes en jeu pour que tout le monde y ait accès. Ça, c'est supposé aider à la rareté de la main-d'œuvre. Augmenter sa capacité à créer des postes particuliers. Donc, des situations exceptionnelles, on veut en créer davantage. Et ça devrait aider à éviter la rareté de la main-d'œuvre. Possibilité de refuser un congé pour affaires personnelles. Prévenir et diminuer les absences et leur durée. Donc, où on va là-dedans? On veut donc restreindre ou attacher le monde dans les écoles, les empêcher de s'absenter. Est-ce qu'ils vont venir jouer dans les différents congés? On le sait pas, c'est pas clair, mais ça semble vouloir aller là. Favoriser le retour et le maintien au travail à la suite d'une invalidité. Ça, on en a su un peu plus. Leur intention actuellement, dans le courant jurisprudentiel et tout, le médecin traitant a une très grande part dans la décision de maintenir ou non quelqu'un au travail. Et là, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait une contre-expertise qui soit plus pesante dans le dossier, donc forcer le retour au travail. Donc, et encore, je vous rappelle, on est dans des stratégies, selon le gouvernement, pour trouver des solutions à la rareté de personnel. Budget santé globale, on peut trouver ça intéressant, effectivement. 353 millions de dollars par année pour permettre aux centres de services et aux syndicats de réfléchir à des stratégies, justement pour voir à ce que les conditions de travail soient plus attirantes. Et, dernier élément, la révision des statuts d'emploi. Alors, on sait, ils sont nombreux, soutien, plus de 6 mois, moins de 6 mois, régulier, plus de 15 heures, moins de 15 heures. Là, ce qui est quand même curieux dans cette position-là, dans la révision des statuts d'emploi, c'est qu'il y a eu un comité interronde qui a été mis en place lors de la dernière négociation pour réfléchir de manière paritaire, syndicats et patronat, pour voir à trouver des solutions. Puis il n'y a pas encore de recommandations qui sont sorties de ce comité-là, mais il met déjà dans sa proposition qu'il veut agir là-dessus sans les recommandations. Donc, ça reste quand même questionnant.
Sur le dernier point, entre autres, là, ce qu'on nous a dit, c'est que le comité interrong là, sur les statuts devrait fournir ses recommandations sous peu. Donc, on attend les documents. Est-ce que le gouvernement a eu des échos avant nous de ce qui serait recommandé? Peut-être. Tu sais, pour les statuts, on n'est pas nécessairement contre parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais on veut voir qu'est-ce qui veut changer effectivement dans les statuts parce qu'est-ce que ce sera positif ou non. Donc, ça, c'est à voir. En fait, par rapport à cette orientation-là, puis je vais me répéter tout le long de la présentation, là, mais c'est complètement à l'opposé des demandes qu'on a fait nous auprès du gouvernement. Tu sais, le gouvernement, veut veut pas abolir le poste quand il y a un maintien d'un ajouteur et tout ça. C'est le contraire. Nous, on maintient que le poste devrait être aboli, que l'ajout devrait être ajouté au poste, etc. On veut créer des postes en horaire continu, avoir des postes avec le plus grand nombre d'heures possible. On veut renforcer ce principe-là et ce que le gouvernement nous propose, c'est complètement à l'opposé. Donc, on est vraiment... Je sais pas, je pense pas qu'on va régler d'ici juin si on trouve pas une voie là, parce que le gouvernement va complètement à l'opposé. Et pour les journées pour affaires personnelles, eux, ils veulent pouvoir les refuser et nous, on demande de l'augmenter à 4 jours, en fait. Présentement, on en a 2, puis on demande que ce soit ajouté à 4 jours. Fait que on a vraiment des demandes à l'opposé complètement. Alors, évidemment, ce qu'on conclut, c'est que les priorités du gouvernement pour régler les problèmes de rareté, c'est d'attacher le monde, c'est de les empêcher d'aller ailleurs, de rester sur leur poste, etc. Donc, deuxième orientation. Orientation 2, favoriser la réussite de tous les élèves. Alors, ça aussi, en fait, je trouve ça un peu questionnant. En fait, on aurait dû ici y trouver favoriser de meilleures conditions de travail qui auront comme impact de favoriser la réussite de tous les élèves. Alors là, on vient comme placer la demande patronale dans un contexte qui n'est pas des relations de travail. Alors ça, c'est quand même questionnant comme stratégie. Mais vous allez voir comme nous, en ce qu'on arrive au même constat, c'est que les stratégies proposées n'ont rien à voir avec la réussite des élèves. Là. La première stratégie pour favoriser la réussite, selon eux, c'est de limiter le mouvement de personnel. Alors, un des exemples qui est nommé, c'est lorsque vous auriez à choisir un poste vacant avant d'avoir le droit de supplanter dans un autre poste. Alors ça, c'est supposé favoriser la réussite des élèves. Permettre la réaffectation au retour d'une invalidité en cours d'année. Donc, ça voudrait dire que quand moi, j'ai été malade pendant 3, 6 mois, 7 mois, je reviens au travail, l'employeur se réserve le droit de ne pas me retourner sur mon poste, mais d'aller m'affecter ailleurs, dans un poste qui est rendu disponible ailleurs. Alors que pourtant, mon assignation est dans l'école A. Et j'aurais techniquement le droit d'y retourner. Ouais. Et en parallèle, évidemment, l'inverse, c'est aussi ce qu'il veut, c'est la stabilité à tout prix. Donc, c'est que la personne ne puisse pas être délocalisée suite au retour de quelqu'un. Ensuite, on parle aussi d'allonger la période d'essai et empêcher une personne de postuler sur un autre poste si elle est encore dans une période d'essai. Alors, on se questionne, c'est des volontés, des vieilles demandes qui datent depuis plusieurs années, qui nous ramènent encore une fois, mais ils essaient de nous faire avaler que c'est pour favoriser la réussite des élèves. Il y a quand même des éléments positifs dans la proposition gouvernementale. Hein? On ne sera pas démagogue, on ne dira pas qu'il y a des affaires qui sont pas bonnes. Il y a, par exemple, de dégager des sommes pour permettre l'encadrement des stagiaires, donc élargir des sommes pour plus de corps d'emploi à ce niveau-là, et d'offrir des sommes aussi pour la formation du personnel qui travaille et œuvre auprès des élèves HDA. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Mais au-delà de ça, on se questionne sur véritablement comment veut-il vraiment favoriser la réussite des élèves, mais il n'y a rien, zéro, sur les conditions de travail qui favoriseront la réussite des élèves. Effectivement. Dans le fond, le gouvernement, ce qu'il cherche, c'est à pouvoir maintenir les gens sur leur poste, pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. C'est rien pour la réussite des élèves. Avec des bonnes conditions de travail, les gens vont vouloir rester au travail. Et ça va influencer la réussite des élèves, mais le gouvernement va complètement à l'inverse. Exactement. Troisième orientation du gouvernement, je la simplifie, il veut plus de flexibilité pour les gestionnaires. Autrement dit, on est dans donner plus de lousse pour qu'une direction puisse faire ce qu'elle veut. Là, je simplifie
Alors, il y a deux grandes façons de voir les choses pour le gouvernement. La première, c'est d'ouvrir la porte à des postes jusqu'à 40 heures par semaine. Alors, ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'employeur veut davantage se calquer à la loi sur les normes du travail? On se rappellera que la loi sur les normes prévoit que la semaine régulière est d'un maximum de 40 heures. Mais les conventions collectives peuvent être plus généreuses. Et c'est le cas. La convention actuellement prévoit que les semaines peuvent être de 35 ou de 38 heures 3/4. Alors, c'est évidemment une semaine régulière qui est inférieure à celle de la loi ces normes. Tant mieux, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, qu'ils soient plus généreux. Mais les autres, ils veulent retourner en arrière. Donc, c'est de la récupération que le gouvernement veut faire sur le dos du personnel de soutien. Ils veulent revoir aussi les dispositions sur les heures supplémentaires. Donc, que ça s'applique uniquement lorsque les heures de la semaine régulière de travail sont dépassées. Alors, ce que ça veut dire que si j'ai un poste à 35 heures, une semaine régulière de 35 heures, c'est à la 36e heure que je suis payé. Si c'est 38 heures et 3/4, mais vous comprendrez que c'est au-delà de 38 heures et 3/4. Puis si c'est 40 heures, mais ça va être au-delà de 40 heures. Alors, c'est plus du tout la notion de quand j'ai un contrat déterminé, exemple de 25 heures, c'est à compter du dépassement du 25 que je suis payé. Donc, c'est un recul. C'est une vieille demande, encore une fois, qu'ils veulent récupérer. J'ajouterais comme précision, en fait, c'est nous, dans nos demandes par rapport aux heures supplémentaires, on sait que les services de garde, ça s'applique comme ça aujourd'hui, en ce moment. Donc, en service de garde, pour avoir des heures supplémentaires, il faut dépasser le 35 heures semaine pour être en heures supplémentaires. Nous, notre demande, c'est que pour les services de garde, ça s'applique comme pour toutes les autres classes d'emploi, mais le gouvernement, lui, sa demande, c'est le contraire, c'est que toutes les autres classes d'emploi, les heures supplémentaires s'appliquent comme en service de garde. Fait qu'on est vraiment à l'opposé, là, un de l'autre. Effectivement. Donc, écoutez, et c'est aussi bête que ça, c'est ça, l'offre gouvernementale. Rien d'autre. Alors, évidemment, quand on se reporte au dépôt syndical du mois d'octobre, que nous avons fait fin octobre, début novembre, on voit qu'il n'y a eu aucun écho. Il y a rien qui transpire du dépôt patronal qu'on connaît aujourd'hui, le plancher qu'ils viennent de mettre sur la table. Il y a rien qui nous permet de voir qu'il y a des ponts possibles à être faits. Alors, c'est vraiment questionnant. Donc, de grandes récupérations, très peu d'offres pour répondre aux vrais besoins du personnel de soutien scolaire dans le milieu de l'éducation. Et plutôt, je dirais qu'on alimente les différents facteurs qui ont fait en sorte que nos tâches sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, plutôt que de trouver des solutions. Alors, et pourtant, on en a des solutions. Alors, comme je le disais en tout début, on passe à côté d'un rendez-vous historique. Reste à voir quelle sera la volonté réelle du gouvernement dans le cadre des prochaines semaines à véritablement négocier de bonne foi et faire avancer le débat pour trouver de véritables solutions à partir des demandes que nous avons formulées aussi.